Bonjour et bienvenue dans À travers le projecteur, le podcast où chaque invité nous partage son film préféré. Vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast dans toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud et même bien sûr YouTube. Vous pouvez aussi laisser une note sur Spotify, sur Deezer, sur toutes les plateformes d'écoute. En donnant cette petite note, ça me permettrait aussi d'être un peu plus référencé et ce serait sympa aussi de laisser aussi un commentaire pour déjà savoir votre ressenti sur l'épisode, s'il est bien, s'il n'est pas bien, et de me donner aussi des axes d'amélioration ou des sujets sur lesquels je pourrais peut-être revenir dans un futur épisode de À travers le projecteur. Je suis encore et toujours Ciné2Ga et aujourd'hui je serai accompagné d'un invité que je voulais avoir depuis un bout de temps, qui était dans ma liste, qui était dans mon radar, qui fait de super critiques sur Instagram. Il s'agit nul autre que de Sans Prétention. Comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien, merci. Tant mieux. Si ça va très bien, c'est le plus important. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas ? Bien sûr, alors donc moi je m'appelle Héloïse, mais on peut me retrouver sur Instagram sous le pseudo Sans Prétention, puisque j'ai mon compte depuis maintenant 2 ans, depuis récemment 2 ans d'ailleurs. Et voilà, à part ça, j'ai 24 ans et voilà, je partage ma passion pour le cinéma. C'est le plus important, partager sa passion du cinéma. Mais aujourd'hui, on est là pour partager ton film préféré. Lequel est-il ? Alors, mon film préféré est Inception de Christopher Nolan. Ah, le retour de ce bon cher Christopher Nolan. Après Interstellar, aujourd'hui on s'attaque à Inception, donc réalisé par Christopher Nolan, sorti en 2010 et nous raconte l'histoire de Dom Cobb. C'est un voleur expérimenté dans l'art périlleux de l'extraction. Alors qu'est-ce que l'extraction ? Elle consiste à s'approprier les secrets les plus précieux d'un individu enfoui au plus profond de son subconscient. Et oui, vous aurez compris, c'est pendant qu'on rêve que son esprit est particulièrement vulnérable et qu'il va chercher toutes ces informations. Il est aussi très recherché pour ses talents, justement, dans l'univers trouble de l'espionnage industriel. Et Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le monde entier pour diverses raisons. Cependant, une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa vie d'avant. On va s'arrêter là pour ce résumé. Et tout de suite, là, je veux savoir comment t'as vu pour la première fois ce film et quel en fut ton ressenti face à cette première expérience ? Alors, la première fois que j'ai vu ce film, j'avais donc 10-11 ans à peu près. Et en fait, c'est ma sœur qui a 5 ans de plus, qui le regardait dans sa chambre. Donc j'ai vu en fait une partie du film. Je crois que j'ai dû voir moitié fin. Et j'ai pas capté. Vraiment, j'ai rien capté. Mais ça a vraiment attisé ma curiosité. Parce que je trouvais ça quand même hyper prenant, même si je comprenais pas le fond. Du coup, je me suis pas arrêtée là. J'ai quand même voulu comprendre. Et quelques jours après, je sais plus vraiment, je crois qu'on devait l'avoir en DVD, quelque chose comme ça. Et quelques jours après, j'ai voulu le regarder en entier. Et donc là, j'ai tout vu. Je pense comme beaucoup, même en ayant vu l'entièreté du film, j'ai pas tout capté, mais j'ai trouvé ça génial. Et donc c'est pour ça qu'après, je l'ai vu plusieurs fois, et ce qui a fait que j'ai vraiment nourri en fait mon amour pour ce film, puisque j'ai dû voir plusieurs fois pour comprendre, et chaque fois qu'on le voit, on comprend des nouvelles choses, et je trouve ça génial. Donc voilà, c'est le fait de découvrir ce film et de découvrir toutes ces couches, ces différentes couches, ces différents niveaux. C'est ça. Un petit peu comme le film Le final, le sous-entend. Voilà, tu as différentes couches et au fur et à mesure de tes révisionnages, tu arrives à descendre au plus profond de ce film. Qu'est-ce qui t'a marqué justement ? Quelle a été la chose qui t'a vraiment marqué lors de ce premier visionnage ? Donc, t'es arrivé en plein milieu du film. Quelle a été la chose qui t'a dit waouh, qui t'a fait justement garder sur ton siège et te dire waouh, j'ai envie de voir, j'ai envie de connaître la suite, etc. Bizarrement, je pense que c'était déjà le fait de me dire, certes j'ai 10-11 ans, mais je commence quand même à comprendre des choses, et là vraiment je capte pas, donc c'est qu'il y a une complexité quand même dans le film qui, enfin pour moi, est une des choses les plus intéressantes. Il y a aussi la musique, évidemment. Qui déjà tout de suite capte l'attention, et le fait qu'il y ait quand même pas mal d'action, et tout ça donc dans des strates différentes. En fait, c'est de l'action sur de l'action sur de l'action, et c'est ça qui a vraiment attiré mon attention, et je me suis dit ok, il faut que
je revois et que je creuse un peu ce truc. Et quand tu as creusé justement le film avec ses différents visionnages, est-ce que tu as trouvé d'autres éléments qui t'ont fait dire, voilà, ça c'est mon film préféré? Quels ont été ces différents points quand tu as creusé qui t'ont capté tout de suite dans ton visionnage? Et ben ouais, en plus donc de ce que je viens de dire, il y a vraiment ce lien entre rêve et réalité qui Mhm. est hyper intéressant, enfin pour moi en tout cas. Et en fait, c'est vraiment cette question à la fin du film, en plus avec cette fin qui fait beaucoup parler. Ah, ça, on va y revenir dans cette fin, ça c'est sûr. Ouais, on va y revenir. Mais de se dire, en fait, ben, même moi, là, actuellement, je suis chez moi, mais en fait, ça remet pas mal de choses en question et je trouve ça vraiment trop cool Tu sors d'un film, d'un visionnage et tu te dis, en fait, là, ce que je vis, du coup, c'est rêve ou réalité? Ça remet plein de choses en perspective et je trouve ça assez fort de réussir à faire ça. Aussi, la symbolique de la toupie que je trouve hyper bien trouvée et hyper cool. Puis ouais, bon, avec du recul aussi, le casting qui est quand même vraiment sympa. Sympa est un petit mot quand même pour qualifier quand même Ouais, ouais, de ce casting, qui est quand même assez ouais. huge quand même. Ouais, bah maintenant je m'en rends compte, mais c'est vrai qu'à l'époque, bon. Oui. Mais voilà, c'est tout ça, en fait, c'est tous ces sujets, et voilà, le rapport à la temporalité, bah, qui vient. Donc le thème récurrent de Nolan, bien sûr, mais qui, moi, dans ce film, me touche plus que dans les autres. Très très bien. Justement, en parlant un peu de Nolan, est-ce que ça a été ta première expérience du réalisateur? Ou est-ce que tu avais déjà vu d'autres Oui. de ses films avant? Non, c'était ma première expérience, et c'est d'ailleurs aussi ce film qui a fait me dire très rapidement que Nolan c'était un de mes réalisateurs préférés. Mhm. Parce que voilà, j'aime beaucoup finalement la complexité qu'il met dans ses films qui peuvent en rebuter beaucoup parce que ça peut être aussi enfin, considéré comme de la complexité inutile, de ce que je peux comprendre. Mais moi, c'est vraiment un aspect que j'aime beaucoup. Et ouais, non, bah Inception, pour être honnête, ça a été le film de Nolan, le seul film de Nolan que j'ai vu pendant jusqu'à assez récemment. J'ai pas tant eu l'occasion en fait d'en voir beaucoup de lui, mais depuis je me suis rattrapée quand même. Et ça reste donc un réalisateur que j'aime, mais surtout Inception en fait vraiment mon film préféré de lui. Voilà, il est bien supérieur à d'autres de ses films. On en avait parlé avec Sophie Hartog d'Interstellar. Qu'est-ce que tu en penses aussi de ces films-là? Est-ce que tu retrouves cette complexité qui est aussi intéressante à ce Ouais. niveau-là Alors, par exemple, Interstellar, c'est un film bah, que je l'ai vu alors pour la première fois il y a vraiment pas longtemps. J'ai eu l'occasion enfin même la chance de le découvrir au cinéma pour la première fois. Quelle folie, hein? Ça, c'est fou, ça. Et ben non, bien sûr, c'est un très très bon film. Hein. Il y a pas de, enfin, en tout cas, qui m'a aussi touché, parlé. Mais alors, il m'a moins parlé que Inception, par exemple, parce que ça touche plus à. Alors bien sûr, bon, le temps, on le retrouve, mais ça se passe dans un univers plutôt dans l'espace. Et moi, pour le coup, c'est pas quelque chose qui me touche particulièrement. Pas quelque chose qui t'attire. Non, pas trop, ouais. C'est pas un univers qui me parle. Par contre, par exemple, Tenet. Alors, je sais que Tenet, lui, il a fait gros débat. Mhm. Il est assez décrié. Moi, j'avoue que ça, par exemple, c'est le style de film que j'aime quand même parce qu'il y a il y a de l'idée derrière, il y a de la recherche, il y a des tentatives de mise en scène, des essais et tout, et je trouve ça cool, en fait. Il y a pas mal d'idées Donc, de mise en scène qui sont pas présentes chez d'autres réalisateurs ou dans d'autres films, quoi. Mais ouais, vraiment, ce fil rouge, en fait, ce que je trouve assez fort chez Nolan, c'est d'avoir créé vraiment ce fil rouge de son rapport au temps qu'on retrouve donc plus ou moins fortement dans ses différents films. Et ouais, je trouve ça assez cool parce qu'on le reconnaît aussi pour ça. Mhm. Oui, bah, c'est caractéristique complètement de sa réalisation. Et tous les réalisateurs ont toujours une thématique qui est forte, qui est présente Bien dans sûr. chacun de leurs films. Et Christopher Nolan, c'est assez facile pour le coup de le deviner. C'est son rapport au temps qui est présent dans tous ses films, quasiment dans tous ses films. Comme tu l'as dit, à des degrés Mhm. différents. Mais voilà, son rapport au temps est extrêmement important. Et Inception en est peut-être... hmm, c'est pas ça. La Non, plus c'est belle pas. œuvre, oui, tu peux le dire. Non, quand même pas. Alors, non, quand même pas. Mais ça, on va y revenir là-dessus. Mais je dirais pas non plus que c'est l'œuvre à laquelle on ressent le plus le côté du temps, tu vois. On ressent pas vraiment cet effet du temps.
Tu vois, comme on pouvait avoir dans Tenet, dans Memento ou dans Interstellar surtout. C'est vrai que Inception, c'est un cas un peu particulier. On arrive justement, on a cette thématique du temps, on en parle du temps qui peut se dilater entre la rêve et la réalité, mais pourtant on n'a pas ces effets qui sont montrés à l'écran. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Mais en tout cas, voilà, c'est clairement un de tes réalisateurs préférés. Ça, pas trop de doute là-dessus. Ouais. Christopher Nolan, voilà, c'est quand même un réalisateur qui est quand même assez grand public, on va dire, parce qu'il fait quand même des blockbusters et tout, mais des blockbusters, mine de rien, tous assez innovants. Et Inception en fait largement en partie, justement, avec son concept de rêve, tout simplement. Je voudrais parler un petit peu de ta scène préférée. Quelle est ta scène préférée d'Inception? Je rentre tout de suite dans le cœur du sujet, parce que... Alors, d'habitude, je le laisse un peu plus tard, mais là, non. Là, aujourd'hui, j'ai décidé d'être un peu taquin. Je lance tout de suite cette question de ta scène préférée. Laquelle est-elle? Je dirais que, plus qu'une scène, c'est vraiment mon moment préféré, c'est le moment où, en fait, il remonte toutes les strates. Parce qu'il y a cet effet de ralenti avec la musique. Et en fait, je trouve que c'est vraiment le moment où on comprend, finalement, tout ce qu'ils ont, à quel point ils sont descendus. Et je me souviens aussi que, par exemple, quand j'ai vu pour les premières fois Inception, c'est à ce moment-là que j'ai compris en fait tout ce qui venait de se passer avant, parce que c'est resté un peu flou. Et quand on les voit comme ça remonter de strate en strate, c'est là que, pour moi, c'est un peu les pièces qui s'imbriquent. C'est le moment où l'esprit reconnecte tous les puzzles. C'est ça. On arrive à se reconnecter avec la musique d'Hans Zimmer derrière, et on arrive à comprendre en fait, ah d'accord, ils sont dans différentes strates, dans différents niveaux, et on a ce cas précis en fait. Avant justement l'électrochoc, donc de l'eau, ça permet de donner voilà cet aspect où on se dit voilà, on pose, on essaie de faire comprendre au spectateur ce qui est donné là-dessus, parce que oui, certes, quand vous voyez la première fois le film Inception, c'est plutôt complexe quand quand vous rentrez et que vous voyez le film. Bon, Inception, c'est un peu compliqué. Mais quand je l'ai revu, parce que moi, ça fait quand même 8 années que j'ai plus revu, je me suis posé la question de est-ce que je vais être perdu? Est-ce que je vais être complètement perdu en revoyant le film, en me disant si je vais être perdu entre les différents niveaux de rêve, etc. Pas du tout. En ayant une réflexion beaucoup plus alors adulte entre guillemets, le scénario et même la façon dont c'est imbriqué, il te donne quand même tous les éléments pendant cette heure-là avant de rentrer. Je pense qu'en réalité le film est complexe que lors du premier visionnage, parce qu'on est omnubilé par plein de choses qui nous pètent à l'écran, notamment voilà cet effet de rêve, de distorsion de l'espace qui est très joli, qui est très belle, et justement on peut être un petit peu subjugué par ça, par ce côté du rêve, et être un peu perdu par le scénario. Mais quand tu le revois, en réalité il donne toutes les clés du scénario pour qu'on comprenne avec les différents niveaux, même si Nolan il a cette fâcheuse tendance, tu vois, à surcomplexifier des fois certains dialogues pour essayer de nous induire en erreur et de nous dire vraiment j'ai compris ce qu'il a compris. Enfin, il a cette tendance des fois à surcomplexifier les choses, je trouve, et je trouve que Inception est peut-être un de ces cas-là où il surcomplexifie des choses qui n'ont pas lieu d'être trop complexifiées, parce que les choses ont déjà été précisées avant, mais c'est aussi pour créer une certaine confusion, et on va revenir plus tard vers la fin. On va délicatement se tourner vers la fin. Mais des fois, voilà, Nolan, des fois surcomplexifie des dialogues, et il surintelligise, je sais pas trop comment on peut dire ça, mais les propos pour essayer de rendre confus un peu le téléspectateur, mais du coup, ce qui fait que des fois, on est un peu perdu sur les enjeux, alors qu'en réalité, par ce qu'il nous montre, et notamment la scène que tu m'as dit, il n'y a pas lieu de surcomplexifier. Des fois, je dis à Nolan, mais des fois, je me dis, mais Nolan, pourquoi tu surcomplexifies à chaque fois tes choses, alors qu'en vrai, proposer quelque chose de simple est des fois meilleur. Ça peut aussi marcher tout autant. Parce que le fait de passer de rêve en rêve, en soi, il peut être raconté de façon plus simple.
Alors là, moi, j'ai compris, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui arrive, comme toi, tu l'as pu arriver en plein milieu du film, voir tout ça avec un univers complètement fou, t'es complètement perdu. Et je pense que c'est aussi un tout petit peu la volonté de Nolan, des fois de complexifier les choses, un petit peu pour justement avoir une patte à lui, qui est plus représentative. J'ai l'impression. Alors, ce n'est que mon opinion, mais c'est ce que j'ai un peu l'impression quand je vois ces films, et notamment Inception, qui est son exemple le plus parlant, je dirais. Avec Tenet aussi, je pense. C'est les deux, je pense, qui me viennent à l'esprit. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, je le vois différemment, même si j'entends complètement, hein. Moi, je vois plus ça comme tu veux, une volonté aussi d'apporter une réflexion tout le long du film. De pas, en fait, servir les choses trop facilement et que... ça, je trouve que ça te pousse, en tant que spectateur, à réfléchir, à vraiment déjà être concentré sur le film, parce que, honnêtement, pas que sur Inception, mais sur plusieurs films, tu lâches un peu, t'as perdu beaucoup de choses. En fait, je comprends ce que tu dis du fait que ça pourrait être simplifié, et en même temps, moi, j'aime cette complexité parce que ça t'oblige à, tu vois, vraiment avoir une réflexion tout au long du film. Et puis c'est aussi pour ces moments comme là, donc mon préféré, où c'est la sensation de se dire, ok, là je viens de comprendre, même visuellement, tout ce que je comprenais pas forcément avant. La sensation de comprendre l'œuvre, ça qui te fait C'est ça. plaisir, de se dire, je comprends la vision de Nolan, j'ai compris ce qu'il voulait me raconter. C'est un Ouais, effet c'est que ça. t'aimes bien, en fait. C'est un peu un côté un peu enquêteur, en quelque sorte. De dire, j'ai C'est trouvé ça. les différents éléments et trouvé ce que le réalisateur veut dire. Un autre spectrum qui peut être aussi très intéressant, notamment voilà, dans les films d'enquête, policiers, etc. Ils font très souvent ça. On avait parlé de Seven dans un des derniers épisodes. Et c'est ça aussi, de se dire, ok, je dois stimuler le spectateur pour qu'il reste investi. Et ça marche, parce que le film n'est pas chiant. Non, Donc, c'est la réflexion, ouais, que je me suis fait en le revoyant, comme on en discutait, c'est que c'est quand même 2h30. Et en même temps, j'avais, pour en l'occurrence, dans mon cas, c'est mon film préféré, donc forcément, ça me paraît pas si long. Mais pour un film de 2h30, je trouve que ça passe quand même relativement vite. ah oui, ça passe vraiment vite pour le coup. On n'a pas l'impression que c'est un film de 2h30 pour le coup. Moi, j'ai presque l'impression que c'est plus un film de 2h10. Donc, c'est un pari qui est payant. Parce que du coup, en complexifiant les choses, on est toujours très concentré, on est toujours pris. Et avec aussi les idées de mise en scène et de visuel, tout ça mélangé fait que on passe quand même un bon moment et le temps passe vite. Ça, c'est le cocktail de Nolan. Il aime bien nous faire ça, tu vois. Nous creuser la tête et comme ça, ne pas penser au temps derrière. Et ça marche très très bien. Et c'est un de ses points forts dans tous les cas de Nolan, c'est que tous ses films, généralement, et notamment Inception, sont des films très divertissants, notamment parce que c'est des blockbusters, mais aussi parce que le rythme est bon. On s'ennuie pas devant. Alors après, quand on parle un petit peu de Inception, il faut qu'on parle de sa musique, de son ambiance, qu'on en a parlé un petit peu. Hans Zimmer, il est toujours là, il est toujours présent. Oui. Toujours là, notre cher Hans Zimmer. Alors là, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis, parce que je trouve que la musique dans Inception est l'une de ses moins bonnes. J'étais vraiment étonné par ce qui a été proposé dans Inception. Alors bien sûr, on a le thème principal du film qui est vraiment très très bon, mais alors quand tu regardes le film dans son intégralité, j'ai l'impression d'entendre une sorte de bourdonnement assez constant pendant tout le film. On se dit, ok, t'essaies de nous mettre une ambiance, mais j'ai l'impression, pourquoi... Je sais pas pourquoi, ça me faisait ça. Une sorte de bourdonnement un petit peu sur la musique d'Hans Zimmer, jusqu'à trouver un peu de mélodie, justement, avec le thème principal, en tout cas le thème que tout le monde connaît de Inception, qui arrive vers la fin du film, quand ils arrivent. Attention, je vais spoiler, alerte spoiler, quand ils rentrent dans les limbes. C'est à partir de ce moment-là où on a le thème principal de Inception qui arrive et qui est vraiment magnifique. Mais avant ça, la musique est soit pas présente, soit un peu assourdissante, enfin un petit peu une sorte de bourdonnement. J'ai du mal avec cette musique. Il n'y a pas vraiment de choses qui me retient, que je retiens dans Inception, dans sa musique. Ce qui est plutôt dommage en soi, mais bon.
Voilà, c'est peut-être l'un des albums que j'aime le moins de Hans Zimmer, c'est celui d'Inception. Malheureusement. Voilà. Qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu sur cette musique, justement, et ton avis un petit peu là-dessus? Moi, justement, c'est l'effet inverse. Ah, Alors, c'est vrai que là, jusqu'à ce que je le revoie aujourd'hui, notamment, c'est vrai que, mis à part le thème principal, c'était pas. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est sûrement enfin, en tout cas, l'un des films sur lequel Hans Zimmer a travaillé, où le thème, enfin la musique en général, n'est pas le plus marquant. Ça, je te rejoins. Par contre, moi, en le revoyant là récemment, je me suis dit, mais en fait, non, vraiment, la musique ambiante, moi, elle m'a vraiment mise encore plus dans le film. Et je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment d'autres musiques que Time, ajouter à ma playlist parce que, en fait, c'est vachement sympa. Je trouve que ça accompagne bien les scènes. Et ouais, moi, ça m'a vraiment encore plus mis dans l'ambiance du film. quels sont les moments où justement la musique t'a permis d'être encore plus dans l'ambiance, les scènes à laquelle, sans cette musique-là, elle aurait pas le même impact? Là, je pense par exemple à la scène dans le couloir où Arthur il se bat avec un autre garde, Mhm. pardon, un autre gars, dans le couloir qui tourne, vu que c'est en Ouais. apesanteur et tout ça. La fameuse scène du couloir qui tourne, en effet. Ouais, la fameuse scène. Et là, il y a la musique derrière, et ouais, je trouve que ça rajoute une dimension encore plus, comment je pourrais dire, justement flottante en fait, à la scène. Qui arrive à rendre hommage un petit peu à la scène avec un effet flottant. C'est plutôt intéressant aussi à ce niveau-là. Il y en a d'autres aussi, des scènes comme ça où ça a pu marcher justement pour toi? Après, donc bah oui, forcément, comme tu dis, la scène dans les limbes, même la scène à la fin, ah oui, moi aussi, bon, pareil, spoiler, hein, sorry. Alerte spoiler. À la fin, quand ils sont tous dans l'aéroport et qu'ils se croisent, que Cobb, du coup, il prend ses bagages, tout ça, dans l'aéroport. Et là, pareil, la musique, elle accompagne en fait toute la fin, et je trouve que ça, déjà, ça fait un rappel de tout, de ce qu'on a déjà pu entendre précédemment. Mais ouais, c'est vraiment au contraire une musique que j'aime entendre dans le film parce que je trouve que ça accompagne bien enfin, les scènes et vraiment le thème récurrent qui va bien, quoi. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut avoir différentes approches. C'est vrai que j'étais un peu déçu. Voilà, parce que bon, Hans Zimmer, qui ne l'aime pas? Qui n'aime pas ce compositeur? Je me pose cette question, en tout cas pas moi. Mais c'est vrai que dans Inception, quand même un peu déçu quoi, de ce qu'il nous a proposé comme composition, parce que tout le monde retient Time, comme tu le dis. Mais le reste est très très oubliable. Voilà, c'est très oubliable malheureusement. C'est vrai que quand on compare avec ce que j'avais dit sur Interstellar, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Interstellar, c'est imbattable presque Interstellar. Ah bah là il s'est donné à fond pour le coup. Ça arrive même au meilleur, vous voyez que on peut pas faire que des OST, enfin des albums Mm. mémorables, même si bien sûr il met bien sûr son petit titre là qui te permet de retenir le film très facilement avec Time qui est pour le coup intraitable, qui vraiment résume parfaitement ce qu'est le film, a une excellente ambiance, l'ambiance parfaite du film justement entre rêve et réalité. On a un peu cette dualité là pendant la musique et ça Ouais. marche très très bien. Bah, bravo. Bravo en tout cas, Hans Zimmer pour Time, mais pas pour l'album. Voilà, je préfère le préciser. J'ai parlé un petit peu du fait que Christopher Nolan aussi, c'est quelqu'un qui, voilà, comme on l'a dit, est quelqu'un qui aime bien complexifier les choses, qui aime bien rendre les choses intelligentes. C'est aussi ça le mot, c'est quelqu'un de très cérébral, hein, Christopher Nolan. Je pense que tu me rejoins là-dessus. Oui. Je pense qu'à peu près tout le monde est d'accord là-dessus sur le fait que Christopher Nolan est quelqu'un de très cérébral, de très intelligent. Mais justement, on va faire un petit pont on va faire beaucoup de ponts avec l'épisode de Sophie Work sur Interstellar parce que ça rejoint énormément. Ces deux films-là sont assez liés, je trouve, dans le sens où ce qui fait que Interstellar est un chef-d'œuvre et un film extraordinaire, c'est l'apport d'émotion dans Interstellar avec en plus ce côté très intelligent et ça faisait un très bon mélange. Alors que Inception, excellent, très bien millimétré, très intelligent dans ce qu'il amène, dans son approche, dans ce qu'il veut présenter ces choses, il n'y a pas de souci. Mais il y a un problème avec ce film, c'est que t'as aucune émotion. Genre le film, c'est
le calme plat. Aucune scène, je trouve, me procure de l'émotion à proprement parler. Il n'y a pas cet effet-là. En fait, tout est un peu trop mécanique. Tout s'enchaîne avec rythme, c'est sûr, mais on reste de marbre. Je reste un peu de marbre devant les scènes, tu vois. J'arrive pas à me dire, ok, ils essayent d'instaurer quelque chose. Tout est un peu de marbre. Qu'est-ce que toi t'en penses justement sur cet aspect-là de l'émotivité? Est-ce que toi t'en trouves là où peut-être j'en trouve pas, ou est-ce que toi aussi tu trouves que c'est peut-être très mécanique comme film? Alors non, je suis assez d'accord que les émotions, c'est pas le sujet principal. Ça, c'est clair, mais je pense surtout parce que le film, c'est pas sa vocation du tout. On est vraiment plus sur un film justement, qui se veut complexe, qui va plutôt traiter des idées et beaucoup d'action. Par contre, quand même, si la scène, attention spoiler, Alerte spoiler. la scène de revoir, enfin, si je peux dire, c'est même pas en revoir, c'est alors je crois que c'est Robert qui s'appelle, enfin Cillian Murphy en tout cas, Oui, Robert, oui. retrouve son père du coup dans le rêve au final, et qui voit dans le coffre le petit, je sais même pas comment on appelle ça, petit avion non c'est pas un avion, enfin, Petite en éolienne. papier. C'est petite éolienne. Ouais, l'éolienne en papier. Mm. Là, si ça me touche par exemple, parce que c'est vraiment un détail et ça a apporté un peu d'émotion. Alors c'est sûr, sur 2h30, la scène elle dure 3 minutes, on n'est pas sur la grande émotion non plus. Mais je pense que c'est vraiment pas la vocation du film, du coup c'est pas un aspect qui, moi, m'a dérangé. Après, pourtant, on se concentre quand même, parce qu'il y a, voilà, il y a cet aspect entre Robert et son père, mais il y a aussi l'aspect entre, et qui est quand même par contre un gros point du film, entre DiCaprio et Marion Cotillard. Il y a aussi sa relation Ouais. avec ses fils, et enfin avec ses enfants. On se concentre quand même pas mal là-dessus, mais quand même, j'arrive pas non plus à être rentré dedans. Je sais pas si ça te fait la même chose. Tu te dis, ouais, ok, là. Ouais, non, ouais, je suis assez d'accord. C'est même toi, j'en ai même pas parlé. Parce que, en fait, même si j'aime profondément ce film, là, je dois avouer que je me suis rendu compte que j'avais un petit problème avec le jeu de Marion Cotillard, en Ah, tout cas dans ce film. dans ce film. Euh, Oui. ouais, ouais, oui, parce que je peux pas parler non plus de comment elle joue, parce que je l'ai pas vue non plus dans énormément de films. Mhm. Mais en tout cas, dans ce film, elle me procure aucune émotion, aucune sympathie. Alors, son personnage est un peu complexe aussi. C'est difficile d'avoir de la sympathie et en même temps, bon, voilà, c'est victime d'elle-même au final. Mais ouais, les émotions passent pas trop, je trouve, malgré toute sa bonne volonté. Mhm. Alors que par contre, DiCaprio, plus quand même. Il y a un peu plus de relief, je trouve, dans son jeu, dans son émotion, que Marion Cotillard. C'est vrai que Mario Cotillard est peut-être un peu unidimensionnel dans ce film, malheureusement. Mel est un peu unidimensionnel dans ce film, ce qui est un peu dommage, parce qu'il y avait vraiment des choses à développer dans ce côté-là, et pourtant on n'y consacre que très peu de temps. On n'y se consacre qu'au début, juste avant qu'on commence à rentrer dans l'inception. Mais je pensais qu'on allait avoir plus, tu sais, une remise en question plus profonde sur le subconscient de Dom, enfin de Cobb. Malheureusement, non, on l'a pas eu, et ça aurait pu être un aspect très intéressant, justement, cette dualité-là. On la voit juste arriver que pendant les moments clés, un peu facilement, presque, je dirais, et sans cet aspect émotionnel. Et encore plus dans les limbes où quand on explique un petit peu la vraie raison de pourquoi elle est un peu vrillée là-dessus, et c'est censé être un peu le moment émotion. Et comme tu le dis, c'est un peu éclipsé par Robert et son père qui est peut-être la partie Ouais, la plus émouvante du film, quoi. Alors qu'on n'y consacre même pas un tiers du ouais, temps qu'on a eu avec Cobb et Mel, et c'est assez fou de se dire ça, quoi. C'est un peu ouais, triste, c'est un vrai que peu. c'est le point un peu dommage, ouais. Ouais, c'est vraiment le point négatif un peu du film. C'est vraiment, voilà, cet aspect de nous rendre la chose émotive, mais avec des différentes histoires qu'il y a. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Nolan n'a pas encore trouvé le secret pour avoir un film mécanique avec de l'émotion derrière. C'est dans son prochain... Non, c'est 2 films après, avec Interstellar.
Donc, on peut le pardonner. Mais c'est vraiment peut-être le cas le plus clinique en termes de films extrêmement mécaniques, genre vraiment quasi sans âme, quoi. Dans la filmographie de Nolan, quand je pense à un film froid presque, je pense à lui en premier, à Inception. Et Ah ouais, oui, ok. moi, c'est le cas le plus flagrant que j'ai, je pense, dans l'aspect presque un peu froideur, on va dire. Quasi tous les persos sont un peu froids, on va dire, dans le film. Aucun n'a pas vraiment un côté un peu chaleureux. Si, il y a peut-être le personnage de Tom Hardy ou même celui de Robert qui sont un peu plus Ins. chaleureux. Voilà, merci. Et aussi celui de Arthur un petit peu. Ils sont un peu plus chaleureux. Ouais, un petit peu aussi. Mais c'est très confiné, quoi. On sent que faut pas laisser les choses se déborder. Après aussi, c'est pas vraiment ce que le film propose. C'est aussi, voilà, un pan que Nolan a voulu faire et qui marche aussi. Mais voilà, c'est aussi cette absence d'émotivité qui fait que ça n'est pas non plus un film que je mettrais dans les tout meilleurs, quoi. C'est un très bon film, ça j'enlève rien, mais c'est pas un chef-d'œuvre comme beaucoup de gens le pensent, en tout cas de mon point de vue. Mais c'est quand même très bien. C'est très bien. Ok. Pour cet aspect purement et simplement mécanique, parce que pour que ça soit rentré dans un chef-d'œuvre, pour moi, il faut qu'il y ait cette partie un peu émotive, quoi. C'est aussi ça le film, ce que Ouais, c'est. je comprends, ouais. Pourtant, c'est vrai que c'est assez. Enfin, normalement, j'aime aussi beaucoup quand il y a de l'émotivité dans un film, mais je pense que c'est le seul où, même si on n'a pas, c'est compensé par plein d'autres aspects positifs. Oui, c'est vrai que pour le coup, c'est compensé par beaucoup de points positifs. J'aimerais parler aussi un petit peu des inspirations d'Inception, avant qu'on parle de la fin, parce que là, ça va être un gros point, je pense. Je pense que tu connais ces Mhm. différents films qui l'ont inspiré, je pense, Inception. Il y a quand même pas mal. Ouais, je sais qu'il y a eu Matrix, aussi les James Bond, tout ça. Il y a vraiment une volonté, ouais, de faire film d'action, espionnage, mais aussi donc le côté un peu plus de Matrix. Mhm. Le côté Matrix, le côté avec voilà les différents univers, la réalité, le rêve, James Bond avec le côté espionnage, mais il faut quand même parler sa vraie inspiration et dont il en parle quasiment jamais, et ça me terrifie, ça me rend fou. On en avait parlé un petit peu brièvement dans l'épisode avec Valentin de Bande Dessinée, il y a 2 épisodes de ça. C'est Paprika, quoi. Et pourquoi n'en parle-t-il pas de Paprika alors que bon, est-ce que tu as déjà vu Paprika pour comprendre un petit peu Non, ces c'est différentes pour ça, aspects? je suis désolée, j'ai pas la ref. C'est dommage parce que vraiment, si je vais te donner une recommandation de film, Paprika de Satoshi Kon. Si tu regardes ce film, c'est Inception en version animée. Ok. Avec un aspect encore plus psychédélique, complètement fou de la part de Satoshi Kon. C'est un incroyable film. Paprika, c'est au même niveau que je pense, enfin en tout cas dans mes classements à moi, c'est le même niveau qu'Inception. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est vraiment excellent. Mais il y a vraiment énormément d'inspirations qui viennent de Paprika et tu risques d'être étonné. Donc, quand tu verras ce film, parce que tu vas te dire ah mais je reconnais ça se voit que ça se rejoint là-dessus. Donc Ok. ça va te permettre aussi de voir un peu d'où vient un peu l'essence d'Inception, parce que Paprika, il y a quand même pas mal de choses qui ont été reprises. Mais c'est dommage que Nolan ne fait jamais la promotion de Paprika. Il parle souvent, comme tu l'as dit, et à juste titre, de Matrix et de James Bond. Mais c'est pas vraiment ces films-là où il a été vraiment le plus inspiré. Vraiment, le film où il a eu le plus d'inspiration dans ses mises en scène, etc., c'est Paprika, quoi. Petite recommandation, voilà. C'est dommage que t'aies pas vu, mais c'est Très bien. dommage. C'est dommage que tu l'aies pas encore vu, mais ça va être trop bien quand tu le verras. Ça va être, ça va être cool en Ouais, tout du cas. coup. Parce que vraiment, c'est un Inception bis. Pour te dire le truc, c'est vraiment un Inception bis, donc je pense que tu vas aimer. Ok, c'est noté. Voilà, c'est très bien. Donc voilà, c'est une parenthèse qui se ferme, parce que du coup, on va pas y revenir souvent, mais là, faut qu'on parle du gros dossier du film. Alerte spoiler, la fin. Eh oui, il faut qu'on parle de la Et ouais, fin, parce que là, tout le monde qui nous écoute savent qu'il faut qu'on parle du gros point de ce film, la fin. Qu'est-ce que donc la fin? C'est très simple. Rêve, réalité. Question. Pour toi, c'est quoi? Rêve ou réalité? pour moi,
Réalité. Je te rejoins à 100%. Là-dessus, je pense sincèrement que c'est une de ces théories où, en fait, justement, ça revient un petit peu sur le point que j'avais dit un peu au début, sur le fait de la surcomplexification de Nolan pour nous rendre confus. Dans le sens où, voilà, je t'ai donné plein d'éléments, mais est-ce que maintenant c'est la réalité, c'est le rêve? On ne sait pas. La toupie qui tourne. Ah, ouais. Alors que moi, je trouve ça hyper intelligent d'avoir fait cette fin-là. Oui, justement. Et la toupie qui tourne. Et cut, fin du film. Alors, qui a raison? Qui a Ouais, mais bingo? si on regarde bien, Si on regarde les toutes dernières secondes, elle commence à plus tourner hyper droit. Du coup, enfin, dans le sens où elle va s'arrêter. Alors, moi, je suis un psychopathe parce que j'ai fait encore pire. J'ai repris le film et je suis allé frame par frame par frame. Alors, j'ai pas pris le film en entier, mais j'ai pris la scène de fin. Je suis allé frame par frame par frame par frame pour voir est-ce que la toupie se cambre plus qu'au début. La réponse est oui. Il se cambre beaucoup plus, il a un angle beaucoup plus présent. Ça se voit vraiment que déjà sa vitesse de rotation est beaucoup moins grande. Et en plus, il commence déjà à pencher. Mais cette fin-là a quand même suscité, alors que pourtant c'est assez clair et net, ça a quand même suscité pas mal de théories sur le fait qu'il y aurait peut-être un rêve derrière. Est-ce que tu sais peut-être pourquoi d'ailleurs? Pourquoi les gens penseraient peut-être que c'est toujours un rêve? Bah parce que je pense enfin, beaucoup pensent que c'est encore un rêve, vraiment tout simplement pour la toupie qui tourne et qui n'est pas clairement tombée, et ça laisse le doute dans l'esprit de beaucoup. Et puis en même temps, c'est une fin ouverte, donc chacun peut avoir son interprétation. Mmh. Il y a aussi cette idée, je pense, que se dire c'est un peu trop beau pour être vrai, que ça se finisse finalement bien pour lui, alors que rien ne le destine vraiment à ce que ça se finisse bien. Enfin, c'est entre guillemets trop simple. Oui, c'est Donc je pense que c'est pour ça aussi que ouais. l'expectative d'avoir une bad ending au lieu d'un good ending. Ouais, je pense, hein, ouais. C'est un peu ça, alors que je suis désolé de vous l'apprendre, mais en réalité, bon, le film est un peu débunk par pas mal de points. Si vous avez écouté l'épisode de Interstellar, vous savez pourquoi. Mais je vous le redis ici pour ceux qui ne le savaient pas. Mais il y a une anecdote, je ne sais pas si tu la connais, c'est Michael Caine qui nous le dit. Alors lui, il a été comme toi, il a été comme moi, il a rien compris au script. Lui, il avait pas les images encore, donc lui, ça devait être compliqué pour lui de comprendre le script et l'histoire. Et justement, Michael Caine posait la question très astucieuse à Nolan de savoir quelle était la réalité du rêve. Et Nolan lui a donné une réponse très très simple. Pour toi, c'est très simple. Si tu es dans la scène, c'est que c'est la réalité. Alors que Michael Caine, si on réfléchit bien, il apparaît que dans 2 scènes. La première dans l'amphithéâtre de Paris où il rencontre par la même occasion Elliot Page, je sais plus son nom. Ariane, voilà, Ariane. Et la deuxième fois, c'est la scène finale. Et oui, voilà, c'est la scène finale. Donc, ça vous donne encore plus un indice sur le fait que peut-être que c'est la réalité. Mais aussi, je trouve que quand tu regardes le film de manière tout à fait normale, et bah la toupie, comme tu le dis souvent, qui est un phénomène de symbole. D'ailleurs, qu'est-ce que tu trouves de symbolique dans cette toupie? Bah déjà, alors ça c'est très personnel, juste je trouve que la toupie c'est pas un objet qu'on voit souvent. Voilà. Donc je trouve ça un peu comment dire, spécial comme objet. Enfin, ça a fait son petit effet, et puis bah il y a quand même, je trouve, un peu la symbolique de ça tient vraiment sur rien, et selon l'impulsion que tu lui donnes, ça va plus ou moins durer dans le temps. Du coup, voilà, on retrouve encore ce truc du temps, et ouais, je trouve ça cool. Ce que je voulais venir sur cette toupie, c'est que quand on regarde le film de manière tout à fait normale, on le voit tourner très souvent, très vigoureusement, cette toupie, justement pour décerner la réalité du rêve. Mais quand on le prend de manière tout à fait stricto sensu, qu'on voit à l'écran, c'est limpide que quand il se réveille dans l'avion, bah, c'est la réalité. Parce que juste avant qu'il parte,
il avait déjà fait ce tour d'utopie et c'était déjà la réalité. Donc je trouve que des fois, faut pas trop se poser de questions. Justement, il faut des fois débrancher son cerveau pour être tranquille. Mais c'est aussi, et ça je pense que c'est aussi un excellent point de Nolan, c'est que toute la partie de l'inception fait les 2 tiers du film. Parce qu'on a toute l'explication en moins Bah d'une ouais. heure, et ensuite on a toute l'inception qui dure les 2 tiers. Du coup, on oublie ce petit détail, et on oublie un petit peu toutes les scènes avant. Et quand on revient dans l'avion, on se dit putain, ça fait 2 heures là qu'on est parti. Oui, non, Voilà. mais parce que je me suis dit, en le regardant, je me suis dit, mais j'avais oublié qu'ils étaient dans l'avion à l'origine. Et oui, tellement ça fait longtemps. et justement, Cobb, il se réveille où? Dans l'avion avec tout le monde normalement. Donc il n'y a pas vraiment de problématique à se dire ok, c'est la bonne fin, et il a tout bien réussi, etc. Après, je pense que les gens aussi voulaient peut-être un plot twist en mode à la fin, paf, tu sais. Ouais, c'est là que il remet un petit coup de doute. Un petit coup de doute final au final, même si pour certains c'est évident, mais il y a toujours le doute qui va persister. Ouais. Comme en fait Cobb a toujours le, enfin, je pense que le personnage de Cobb a aussi toujours ce doute, puisqu'on le voit quand même beaucoup de fois utiliser son totem. Justement, en parlant de doute, c'est magnifique transition, c'est justement le dernier point que je voulais arriver, c'est que beaucoup de gens se focalisent sur la toupie. Bon, aussi parce que Nolan veut qu'on se focalise sur la toupie, mais si on regarde bien, c'est la seule fois du film où Cobb tourne la toupie et n'est pas obsédé en la regardant. Il la tourne parce que de manière instinctive, mais il s'en fout, il va voir directement ses enfants, il s'en fout. Il ne veut plus en entendre parler de tout ça. Et je pense que c'est aussi une prise aussi assez forte de se dire, du personnage, de dire voilà, tout ça est derrière moi, je m'en fous maintenant, j'ai ma vie à terminer. Point final. Alors qu'avant, il était omnubilé par cette toupie. On le voit tout le temps en train de regarder, se dire c'est la vérité, c'est la réalité, est-ce que c'est un rêve, c'est une réalité? Alors que là, il tourne sa toupie parce que c'est une habitude. On le voit faire ça tout le temps, à chaque fois qu'il sort d'un rêve. Mais là, on le voit partir directement. Et après, justement, on se concentre sur cette caméra, sur cette toupie, et se dit ah, alors, réalité, pas réalité? Ouais, c'est vrai que c'est comme s'il se disait que rêve ou réalité, il s'en fout maintenant que. Voilà. C'est exactement ça. Il s'en fout complètement de savoir. Il est en paix, quoi. Il est en paix. C'est exactement ça. Le plus important, c'est que le personnage de Cobb est enfin en paix avec lui-même. Ce qui est justement Ouais, au final, il était juste rongé. Enfin, il était rongé par son ex-femme. Oui, il était. Il a enfin laissé partir. Voilà. Il est rongé par sa subconscience, etc. Et peu importe que ce soit la réalité ou pas, il a réussi, il a eu ses enfants et tout. D'ailleurs, si on fait attention, on peut voir que à chaque fois dans les rêves, ses enfants ne le regardent jamais, alors que dans la seule scène où il le regarde, c'est dans la réalité. Ce qui peut faire aussi un beau point, parce que ce qui fait que les gens pensent aussi que c'est un effet irréel, un rêve, c'est qu'on les voit toujours avec les mêmes vêtements, qu'on les voit toujours faire la même pose, etc. Mais on a cette fin, tu vois, qui arrive. On les voit se retourner et tout. Après, je sais que quand il est dans les limbes, Mal, elle appelle les enfants et c'est lui qui veut pas les regarder. Oui, il veut pas les voir, c'est vrai. Donc, ouais, voilà, parce que du coup, on sait pas si il avait regardé. Donc, nous, on aurait pu voir leur visage aussi, en fait, on sait pas. On saura Mais jamais. justement, est-ce que c'est aussi parce que il sait que c'est irréel aussi? C'est peut-être parce que vu qu'il est dans les limbes, moi, je pense que c'est pour ça il est dans les ouais. limbes, il veut pas regarder parce qu'il sait que c'est pas la réalité et il veut les regarder que au moment où c'est réel, c'est-à-dire à la toute fin, quand il les revoit. Et justement, nous aussi, spectateurs, pour la première fois, on peut le regarder avec lui. On est dans sa vision à lui, on peut voir en même temps sa vision. Il regarde la même chose que... Enfin, on perçoit la même chose que lui perçoit. Donc, c'est ces différentes choses qui font que je pense que c'est plus la réalité. Voilà. Mais il y a quand même pas mal de bonnes théories. Est-ce que tu connais certaines théories un petit peu sur les théories est-ce que Cobb ne serait pas en réalité dans un rêve, dans les limbes, au final? Alors moi, non, au niveau des théories comme quoi il serait dans les limbes, non. Par contre, oui, j'avais entendu, j'avais lu quelque chose sur le fait qu'il soit dans la réalité, sur une histoire d'alliance. Ah, une histoire d'alliance.
Ouais, en fait, quand il est dans les rêves, il a son alliance, et quand il ne rêve pas, il ne l'a pas. Ça, ou, enfin, oui, je crois que c'est dans ce sens-là, et Mhm. que du coup, dans la scène de fin, si on regarde bien, il n'a pas son alliance. Donc il ne rêve pas. Ah, parce que ça rajouterait encore plus un point sur le fait que ce serait La la réalité. réalité. Voilà, avec tous les points Ouais. qu'on vous a dit, je pense que vous commencez à comprendre que au final, c'est peut-être un rêve, c'est peut-être pas un rêve. Ma langue a fourché. Oh, le Le lapsus. lapsus, oulala. Non, que c'est justement réel, mais il y avait pas mal de petites théories qui étaient plutôt intéressantes, mais je ne les ai plus en tête et ça me gonfle un tout petit peu parce qu'elles étaient plutôt intéressantes. Je prends mon temps pour les retrouver. Parce qu'en vrai, elles sont intéressantes. On va essayer de les retrouver tous ensemble. Voilà, les théories. J'ai une petite liste de théories sur les gens qui pensent que c'est un rêve. Ça m'intéresse. Alors là, voilà, j'ai ma liste. Ça va être intéressant parce je vais lire ça avec vous aussi. C'est que déjà la première théorie, c'est que bien sûr la toupie ne tombe pas et que Cobb est bien sûr en Mhm. train de rêver. Mais depuis quand, justement? Et la première raison, ce serait que tout le film est un rêve et qu'en fait, on suppose que Mal, du coup, la femme de Cobb, avait raison et qu'ils ne sont pas du tout dans la réalité. En gros, le monde qu'ils avaient créé est un monde de 2 niveaux et non pas juste de un niveau de limbe. Lorsqu'il se réveille, Cobb se croit donc dans Mhm. la réalité, mais c'est Mel qui a raison, ils sont dans le niveau 1 des limbes. Et donc en se suicidant une nouvelle fois, Mel se retourne donc à la réalité et Cobb est dans un rêve du début à la fin du film, mais sans s'en Mhm. rendre jamais compte. Ça veut dire qu'il est toujours dans cette boucle-là des limbes. C'est une théorie Ouais. à Comment tu? bon. Justement, tout le film nous fait dire que justement, mais elle a peut-être pas raison. Parce que sinon, je pense que Cobb aurait déjà su qu'il aurait été dans un autre niveau des limbes. Donc ça peut... Ah oui. C'est pas Mhm. vraiment... c'est pas fou, quoi. La deuxième théorie, c'est que lors de la rencontre de Cobb avec Saito vieux, donc au tout début du film et à la fin Ouais. du film, Mhm. et ben Saito l'aurait abattu et plongé dans un autre niveau de rêve. Encore une fois, encore plus profond que les limbes, où Cobb obtient enfin la libération qu'il attendait. Donc ça veut dire que à partir du moment où Saito le tue dans les limbes, il le projette dans une autre réalité de limbes, où là on aurait toute la fin du film. Alors là, ça veut dire que Même Nolan n'y a pas pensé. Non, non, là, non. Trop compliqué ça. c'est compliqué quand même, parce que en gros, c'est le monde dans lequel Cobb réunit son équipe, son braquage, tout ça est réel, voilà. Mais à la fin, il ne Mhm. retrouverait pas ce monde réel, mais serait perdu dans les limbes, avec les projections de ses Ah amis, tous oui, d'accord. focalisés sur lui. En gros, il serait dans les limbes avec une fin alternative. Lui, il aurait une fin alternative où tout finirait bien, justement, et ce serait quand même le rêve. Après, c'est vrai que cette fin avec Saito, je trouve ça très cool d'ailleurs, si on prend juste factuellement, de se dire ah bah, en fait ce qu'on a vu au début, bah, en fait c'était la fin et du coup c'est hyper cool. Mais en fait il y a une micro scène, alors je pense qu'il part du principe que bah du coup on l'a vu au début, mais la scène elle dure 5 minutes et hop, comme par magie tout le monde est revenu, ils ont remonté toutes les strates, enfin je sais pas comment ils sont faits en fait, je comprends pas, et ils sont dans l'avion. On a un D'accord. énorme cut, en fait. Et Là c'est... Saito parle avec Cobb pendant la scène. Ouais, Justement, c'est le moment le plus important parce que Cobb, il est venu dans les limbes pour récupérer Saito. oui. Mais si vous vous souvenez dans le début du film, notre cher ami Cobb perd son arme et sa toupie qui sont juste à côté de la main droite de Saito. Et justement, on Mm. a cette tension-là. Parce que si Saito le tue, bah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Cobb ne peut plus retourner dans le monde réel et il reste plongé dans les limbes. Et Dezio, Saito, pareil. Lui, il va finir sa vie dans les limbes. Mais là, on a justement cette scène où t'as Saito qui parle et tout. Et on cut au moment où il se réveille. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de flottement. Je sais pas si t'as ressorti aussi la même chose, de flottement, se dire, ouais. Ouais, ça c'est vrai que je me souvenais pas qu'il y avait en fait, qu'on n'avait pas d'explication sur ce moment-là, par contre. Donc, effectivement, c'est vrai que du coup, la théorie La pourrait théorie tenir. peut être valide, mais bon, avec toutes les théories, enfin, avec tous les points qu'on vous a cités Ouais, avant, bon. bon,
Je pense que, en vrai. dans la Mais réalité. c'est pas une théorie à exclure. Tu vois, avant, Non, c'est vrai. quand C'est j'ai vrai. vu la fin du film, je me suis dit, mais qui pense réellement qu'ils sont encore dans un rêve? Ça peut se poser parce que ce cut brutal que nous fait Christopher Nolan, je pense pas qu'il est anodin non plus. Il sait très bien ce qu'il fait. Ouais, bah oui, non. Ouais, je pense. C'est pour entretenir un peu cette espèce de flottement. À ce doute, hein, ouais. Mhm. Et Mm. c'est un petit peu ce que nous fait Nolan dans le film. Voilà, c'est instaurer des doutes. Instaurer des doutes à tous les niveaux. C'est ça. Chaque strate a son doute. Voilà. Je pense avoir tout dit. Moi, j'ai tout dit, en tout cas, de mon côté. Est-ce que tu as un point que tu voudrais relever un peu plus ou une anecdote que tu voudrais nous parler? Écoute, je regarde parce que j'avais pareil, parce que bonne élève que je suis, j'avais pris des notes. Ah, ça fait plaisir. Prenez-en de la graine, les autres invités, parce que bon, les notes, il y en a pas vraiment. Et non, si, quand même. Si, quand même, les effets spéciaux. D'ailleurs, en relisant un peu des trucs sur le film, il n'y a pas tant d'effets spéciaux que ça. En fait, il n'y a que 400 plans d'effets spéciaux. C'est assez la fou. spécialité de Nolan. Hein. Et Il aime pas trop ouais. les plans CGI, on va dire, mais c'est quand même un film qui en a. Hein. Il en a, mais Oui, oui. 400, c'est pas grand-chose. C'est pas énorme dans l'envergure du film, quoi. Mais non, par contre, quand même, le plan de la ville de Paris retourné, ben, je le trouve, même si, bon, voilà, mais je le trouve quand même vachement cool. Alors, je me souviens que ça m'avait marqué dès mon premier visionnage, et ben là, quand je l'ai revu, je me suis quand même dit, c'est sympa. C'est vraiment une bonne idée, et ça ramène un peu ce côté, justement, du rêve onirique, et ça, je trouve ça vraiment c'est cool parce que c'est tu sais, parfois, quand tu rêves, t'as vraiment ces trucs où ça n'a pas de sens. Tu comprends pas, et ben là, je trouve que ça représente super bien ça. Voilà, c'était le petit point que je voulais Est-ce que relever. c'est un peu le tout premier moment quand tu regardes un film, enfin, la première expérience d'un film que tu regardes où tu t'es dit waouh, cette scène-là, ça t'a fait un gros waouh, quoi. Oui, mais en fait, c'est pour ça que Inception, malgré que oui, il y a certains points qui sont, qui sont discutables, que ça en fait vraiment un de mes films préférés, voire mon film préféré, c'est que en fait, tous ces petits plans, si on peut dire que c'est des petits plans, mais tous ces détails et de mise en scène, d'effets, de complexité, de sujets, ont fait que vraiment quand je l'ai vu et quand je le revois, je me dis: «Ça, c'est du cinéma pour moi». Alors, bien sûr, le côté émotion et par exemple, sera rediscuté, mais en termes d'impact, c'est l'un des premiers films où je me suis dit: «Waouh, si c'est ça le cinéma, c'est incroyable». Ouais, ça t'a donné de l'émerveillement, mine de rien, Ouais, vraiment. Inception. C'est vrai que ça te donne de l'émerveillement. La scène de Paris, les scènes d'action, comme tu l'as dit, du couloir qui tourne, les scènes de Ouais. pesanteur. C'est vrai que tout ça, ça te... Même sur le pont, quand elle tire les portes et que du coup ça crée le pont, enfin je trouve que c'est une super bonne idée. C'est vrai que c'est un film qui, en termes d'entrée dans le cinéma, est vraiment très très bon. De toute façon, Nolan est très très bon pour commencer une cinéphilie, je trouve, parce qu'il te donne justement cet aspect waouh, vraiment de toutes ces scènes, Ouais. Mmh. voilà, comme on vient de citer, et de se dire waouh, on peut faire vraiment tout ça dans le cinéma, il y a vraiment aucune limite, avec un côté un peu complexe, ce qui fait que voilà, les gens s'ouvrent assez facilement dans une cinéphilie après ça, quoi. Exactement. Eh ben très bien, voilà, c'était le dernier point. Je sais pas si t'en as d'autres que tu veux rajouter, ou si c'est vraiment le tout dernier point. C'est bon. C'est très bien, maintenant, on va passer au jeu. Et oui, alors, le jeu de cette semaine, il y a plusieurs, enfin non, un seul jeu, mais c'est le jeu des affinités. Le retour du jeu des affinités. On l'avait déjà eu, ce jeu des affinités, sur l'épisode d'Interstellar avec Sophie à toi. Bon, j'arrête pas de radoter, mais c'est très important. Et aujourd'hui, tu vas y passer sur ce jeu des affinités. Tu vas me dire le nombre de fois que Cillian Murphy et Tom Hardy se sont croisés dans un film. Genre le nombre de fois, le nombre de films, en incluant Oh là là. Inception, où ils se sont croisés.
Vraiment, vraiment film ou série? Parce que du coup, les séries sont Ah, bah vraiment cool. voilà, tu tombes pas dans le piège, bien sûr, la série con, bien sûr. Je vois très bien où est-ce que Ok. tu veux en venir, je pense. Attends, un, je demande deux, trois. Je sais pas, je dirais trois ou quatre, hein, parce que Parce que j'avais préparé en si, plus, si, hein, vraiment, si on, co- j'avais pas fait ce si on match-là. compte Inception, ça fait 4. Si on compte pas Inception, ça fait 3. Donc on va dire que t'as juste. Voilà, très bien. C'est le nom des... Est-ce que t'as les noms de ces films ou séries Oui. il peut y avoir? Donc, Inception, Oui. Peaky Blinders, Peaky Blinders, oui. je crois qu'ils ont un Batman en commun, il me semble. Oui. Dark Knight Voilà, Rises. Il en manque un. Il en voilà. manque un. Et le quatrième, vu que j'étais déjà pas sûre, je crois pas que je l'aurais. C'était Dunkerque. Ah Dunkerque. oui, oui. Voilà. 3 films quand même de Nolan sur 4, c'est quand même... Enfin, même... Bah non. 3 sur Ouais, 3, parce que on compte pas Peaky Blinders puisque c'est une série. Même oui, si bientôt il y aura un film, Peaky Blinders, bien sûr. oui. Donc il pourra rentrer dans cette catégorie. Mais pour l'instant, non. C'est le seul jeu des affinités entre Cillian Murphy et Tom Hardy parce que le reste a déjà été fait avant. Donc ça aurait été trop facile, je pense. Mais il y a quand même 2-3 petites choses croustillantes. C'est le jeu du changement. Parce que oui, il y aurait pu avoir des rôles qui auraient pu être changés. Notamment celui du rôle d'Arthur. On le sait, Mm. Joseph Gordon-Levitt, très bon choix. Moi, j'ai pas de problème. Il est vraiment super, pas de problème. Mais on aurait pu avoir quelqu'un d'autre qui était justement en Mhm. pourparlers avec Christopher Nolan pour jouer le rôle d'Arthur. Est-ce que tu sais qui c'est? Oui, c'est James Franco. Eh oui, James Franco aurait pu jouer le rôle d'Arthur, était même plutôt devant Joseph Gordon-Levitt pour prendre Mm. le rôle de Arthur, mais pour des problèmes d'emploi du temps, il n'a pas pu. Qu'est-ce que t'en penses un peu de James Franco? Est-ce que tu l'aurais bien vu dans ce rôle ou est-ce que t'es contente du fait que ça soit Joseph Gordon-Levitt? Bah, très honnêtement, je ne vais pas forcément poser la question parce que pour moi, Joseph Gordon-Levitt, il est très bien de ce rôle. Donc, moi, Tu le vois pas être remplacé. ça me va très bien. Ça te va Non, très en fait, bien. non, Ça je te- suis tellement fait à voilà, cet acteur qui incarne ce personnage que du coup, je vois personne d'autre à C'est sa vrai place. qu'il incarne bien Arthur quand même. En plus, Joseph Gordon-Levitt, excellent acteur. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Bon, James Franco, hein, bon, ça fait le lien Mm. aussi avec mon film préféré, Spider-Man 2. Ça, je vais pas y revenir tout le temps. Mais pour le coup, non. Je trouve pas que ça lui irait, ce rôle de Arthur. Pour le coup, pour sa carrière, peut-être oui, mais pas vraiment dans le personnage de Arthur. Parce que je trouve que le personnage d'Arthur a un côté un peu plus sympathique que Joseph a plus naturellement. Voilà. Mm, C'est mm. ça aussi qui fait que ça marche à ce niveau-là. Et heureusement qu'il a eu des problèmes d'emploi du temps. Parce que sinon, Nolan allait partir sur James Franco. Peut-être qu'il aurait fait les choses correctement. Mais Oui, après, bon. c'est un bon Mm. acteur, mine de rien. Mais le fait d'avoir Joseph Gordon-Levitt, c'était mieux. C'était Mm. mieux. Et en plus, je crois que c'est Ouais. le rôle qui le lance, hein, presque. Ah non, il y a. Non, Ouais. non. Il y a 50 Days of. Il y a 500 Ah, ben oui, jours oui, avant, oui, oui. ensemble. Qui est Oui. une Oui. année avant. Donc, c'est pour ça. Et si on remonte un peu vraiment avant, il y a Mysterious Skin, mais sinon. Ouais. Sinon, c'est 500 jours ensemble. Bon, quel film? Ah bah non! Putain, mais j'oublie! Il y a 10 raisons de te larguer. Voilà, j'ai oublié aussi ça. Où là, il était vraiment ado Oui, pour le c'est coup. vrai. Avec Heath Ledger. Voilà. Heath Ledger aussi. Donc, c'est vrai que c'est là où il a été connu, on va dire. Mais c'est quand même un peu le gros film blockbuster où c'est le premier, tu vois, où il est rentré dedans avec Ah oui, Nolan. oui, oui, là, C'est là où il a vraiment rentré dans le grand bain et c'était vraiment très bien pour le coup. Donc voilà, très bien, bonne réponse, James Franco, bravo, félicitations. Les devoirs ont été bien faits, mais j'ai pas fini. Et oui, parce que Marion Cotillard aurait pu être remplacée dans le rôle d'Ariane par d'autres actrices. Est-ce que tu connais attends, Marion Cotillard en Ariane? Non. oh, j'ai tout confondu. Ma liste est confondue. Mes notes sont confuses. Pardon. Elliot Page,
Pardon, dans le rôle d'Ariane. Oui, C'est oui. elle dont je parle, c'est même pas de Marion Cotillard que je parle, je m'en fous. Elliot Page, dans le rôle d'Ariane, a pas mal de noms d'actrices qui auraient pu avoir ce rôle. Est-ce que tu sais les noms de ces actrices? Et oui, parce que j'ai fait mes devoirs. Ah, Mais sinon, avant ça, je le savais pas. Mais oui, Emily Blunt, Keira Knightley, Emma Roberts et alors, j'avoue, je ne connais pas trop, Evan Rachel Wood. oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est le combo gagnant. Bravo, les 4 bonnes réponses. Exactement. On a quand même c'était quand même un rôle assez prisé, mine de rien. Le rôle Ouais. d'Ariane. Bon, c'est le talent d'Emily Blunt, de Keira Knightley, d'Emma Roberts aussi. En vrai, bon, Elliot Page, très bien dans le film. Ça, y a pas à dire. Mais c'est vrai que moi, j'aurais pas été contre une Keira Knightley, par exemple. Moi, j'aurais pas été contre. J'aurais pas été contre. Même si Elliot Page, très bien ce qu'elle fait. Mais je pense que ce qu'aurait pu proposer Keira Knightley, ça aurait été pas mal, je pense. Mais ça, c'est assez personnel pour le coup. Qu'est-ce que t'en penses, toi, un petit Ouais, peu? justement. Heu, alors après, bien sûr, c'est difficile pour moi d'imaginer quelqu'un d'autre, du coup, quand on est tellement habitué à voir une personne. Mhm. Mais non, je trouve qu'avec du recul et cetera, Elliot Page est vraiment bien pour ce rôle. Il y a une après, par contre, je suis un peu déçue, c'est vrai, du rôle, enfin, déçue, non, pas dire ça, mais je trouve que le rôle d'Ariane aurait pu être un chouille plus exploité. Il est exploité au début, dans Ouais, mais l'exposition, ça mais s'essouffle ça vite au milieu. s'essouffle, ouais. Il y a un énorme problème, ça s'essouffle. Même à la fin, dans les lampes, je suis assez d'accord. Alors que c'est pourtant le gros moment et tout, bah, il y a pas de connexion, quoi, qui se crée, mine de rien. Mais non, je trouve que ça lui va très bien comme rôle, ce personnage un peu, en fait, c'est un peu particulier, c'est un personnage, je trouve, un peu effacé, mais en même temps qui vient creuser là où personne ne va creuser, même parfois à tort. Je pense notamment à la scène où Ariane, du coup, s'immisce dans, bah, dans les rêves de Cobb et d'ailleurs, je me suis dit: «Mais vraiment, pas sympa, quoi». Un peu intrusif, la personne. Ça va pas, non? Tu vas laisser mes rêves tranquilles? Ça va pas quand même? On lui dit de pas descendre, elle descend, enfin, bref. Un peu récalcitrante à ce Bref, niveau-là. voilà, lâche pas l'affaire. Mais non, je trouve que c'est vraiment un bon choix de casting. C'est un bon choix de question. Bah, de toute façon, tous les choix sont intéressants, Oui, enfin, sont bons par nature. Mais t'as pas une préférence personnelle d'une autre actrice là dans ce que t'as cité? non, Non. ouais, Emily Blunt, non, Keira Knightley, je sais pas. Emma Roberts, non, et alors j'avoue, Evan Rachel Wood, je la remets pas trop. Ok. Je Donc c'était le bon casting. donc sans avis. Ouais. C'était le bon casting. Bravo. Bravo, bravo Nolan, bravo. Pour le coup, bon, même si bon, Nolan, on sait, hein, il sait gérer ses castings, c'est pas un problème. Bon, l'Odyssée, hein, on en parle, hein, J'allais dire, vu le film qu'il est en train de préparer, oui, au niveau du casting, ça 55, va. enfin 60% de toutes les stars hollywoodiennes vont participer à ce projet, j'ai l'impression. Euh, Ah, Si ça continue, parce que vraiment là, c'est compliqué quoi. On dirait que même les rôles, c'est même pas secondaire, mais tertiaires sont remplis par des stars. mmh. Qu'est-ce qui lui prend? Une mouche lui a piqué. Déjà qu'Oppenheimer, t'avais des personnages tertiaires Ouais, qui avaient qu'une scène, t'avais des stars, ouais, ouais. Gary Oldman par exemple, mais c'est fou quoi. Le mec il se dit bon allez, ça a bien marché, eh ben on continue, on va aller encore plus loin pour le coup. Hâte de voir ce qu'il va proposer de l'Odyssée de Bah, ouais, Homer. ouais, carrément, hyper intriguée, de savoir comment il va réussir à adapter ça de façon, acceptable. Oui, Parce que je c'est compliqué, hein, parce que là, ça va être sur 20 voilà, ans, c'est une grosse c'est œuvre, une grosse œuvre de 20 ans, le rapport au temps va être présent, ça c'est sûr, on va pas avoir de problème bah, à ce là, niveau-là, oui. parce que quand même, il y a une grosse part du temps, justement, sur le temps qui s'écoule, etc. Donc, hâte de voir. Mmh mh. Bon, déjà, c'est un bouquin que j'adore, donc je vais être assez intransigeant pour le coup de comment il va essayer de rendre la chose assez intéressante dans l'Odyssée d'Homère, mais je suis intrigué. Je sais qu'il y a pas mal de spoilers qui circulent, mais ça va, je me préserve, je ne sais rien du film quasiment. Ah, moi non plus, j'avoue, j'ai
J'ai pas, Parce que vu quelques photos très vite fait, bah, mais tu vois, moi même ça j'ai pas vu, tu vois. Donc pour le coup, je me préserve énormément. J'attends juste le teaser. C'est le seul truc généralement que j'aime bien regarder pour être sûr avant de voir un film. Je me préserve. Pour l'instant, j'ai pas vu les photos, je sais pas qui joue le rôle principal, etc. Je veux pas savoir. Donc je suis assez content pour le coup, mais bon, il y a tellement d'acteurs que bon, ça peut être tout et tout le moi, monde quoi. il y a Robert Pattinson, donc vous pouvez être sûr que j'y serai. Ah bah, je pense que tous les fans d'un acteur particulier vont être. Bah là, si on rassemble, enfin, rassembler tous les fans de tous les acteurs, je pense que oui, il est sûr d'avoir Ah bah un là, bon public, c'est enfin, clair que là, un bon gros public, oui, quoi. voilà, c'est clair que pour le coup, si je regarde la liste là de tous les acteurs qui sont énoncés, on a qui? On a Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anna Thaoué, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Benny Safdie, Charlize Theron, John Bernal, Elliot Ah ouais, non. Page, Mia Goth, euh, ça s'arrête pas. John Bernal, oh c'est bon, ouais, c'est bon, c'est bon. J'ai même plus envie de continuer là. Il me rend malade. Il me rend malade. Donc, Donc bon, à voir. gros projet. Gros projet, oui, c'est un petit projet, quoi, on va dire. Voilà. Mais voilà, c'est le petit point qu'on veut parler un petit peu là-dessus, avant de parler de produits dérivés. Inception. Qu'est-ce que tu as comme produit dérivé? Eh bien, moi, j'ai simplement 2 affiches Mhm. qui sont, dans mon bureau et qui sont, des affiches réalisées par 2 artistes de, l'Insta Ciné. Ah, Ouais. J'en ai une assez grande de donc, Cinémarian et une autre de Drew Maimoy. ah, Cinemarian et Dome Amy, c'est vrai qu'ils sont deux créatrices assez talentueuses, notamment dans la création de posters. Celui de Roma Ivory, j'ai pu le voir en chair et en os, donc je sais très bien lequel tu parles. C'est la Mmh. toupie avec les 8 milliards de couleurs autour. Ouais, il est trop beau. Mmh. Magnifique. Hein. J'en avais parlé justement de Roma Ivory, de son process. C'est celui que j'aime le mieux en termes de technicité de ce qui est amené, parce que waouh, ça pète, hein. Ça pète au niveau des couleurs, justement. Est-ce que tu l'as en grand ou en petit format, justement? Non, je l'ai en petit format, mais de toute façon, je sais pas, j'ai même pas compté, je dois en avoir 6 ou 7 de Drew Movie des Moi, affiches. j'en ai qu'un seul. Je J'ai- une fan. J'en ai qu'un seul. J'ai celui de Porco Rosso. Il est en face de moi. Il me regarde, il me fixe. Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'en prenne d'autres parce que vraiment, la qualité, elle est au top, elle est au poil. Si vous écoutez, allez acheter des posters de Drew Movie et ceux aussi de Cinémarian, parce qu'ils sont très bien aussi. Ouais. Je sais pas si elle en continue en ce moment, je ne crois pas. Je sais que j'ai enfin, à l'époque, c'était il y a peut-être 2 ans, je Mhm. pense, que je lui avais demandé, c'était vraiment une commande demandée, c'était une demande. Mhm. Mais après, Donc, je crois qu'elle avait fait aussi sur un autre film de Nolan, qui est Interstellar. Donc mmh, ça j'ai de souvenirs. Donc voilà. Mais je sais qu'elle a fait aussi de super posters, mais je sais pas si elle en continue, malheureusement. Parce que c'était vraiment des beaux posters en tout cas. ouais, Donc à ce niveau-là. ouais. Bravo. Bravo mesdames pour ce que vous faites. Et parce que c'est quand même assez difficile. Donc, ça c'est clair que Ouais, et puis c'est pas non, moi qui ferais ça. Hein. Moi je ferais des trucs là. ah bah, moi non plus. C'est C'est pour ça que je les achète. ouais, nous on les achète, elles les font. C'est beaucoup mieux comme ça, je pense, Voilà. à ce niveau-là. Mais oui, très bon choix, très très bon choix de poster en tout cas. C'est peut-être un que je prendrais, peut-être. Tu me tentes de le prendre, hein, parce que celui d'Inception, j'avais beaucoup aimé. Donc je vais peut-être le prendre. Je verrai. Et pas de DVD, pas de Blu-ray de Inception, non, pas. Eh ben non, en fait, c'est vrai que non. Non. Je n'ai pas non. Voilà, je n'ai pas de justification, Non, non. Je voilà, n'ai pas pas de de. DVD Nintendo. Et une toupie? Voilà. T'as une toupie peut-être? Ah, ça aurait été bien une toupie, c'est. Non, alors ouais, mais alors, j'en ai pas, mais du coup, je me suis fait la réflexion que, ce serait quelque chose que j'aimerais bien avoir quand même. Pour ajouter à ma petite, ouais, pour de la déco et tout, en plus, c'est sympa, donc Ton totem à toi, la toupie de c'est Inception. ça. Pour représenter Inception, ton petit totem. Il y a pas plus symbolique. Y a pas plus symbolique. Oui, c'est vrai que c'est le symbole du film en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. Sans prétention. Bah, merci à Et toi. oui,
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'avoir accepté de participer à travers le projecteur, de t'être prêté au jeu, de parler de ton film préféré, Inception. En tout cas, ce fut très très cool. J'ai beaucoup aimé faire cet épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs, avant de te quitter? Sur quelle raison on peut te retrouver? Sur Instagram, du coup, sous le nom de Sans Prétention. Voilà. Tout simplement, sans prétention, je pourrais même dire, sur Instagram, vous pouvez la retrouver pour des critiques. Voilà, tu fais que des critiques de films que tu regardes. C'est ça. Mais en tout cas, je te remercie également pour cet épisode. C'était très agréable. C'était très sympa d'échanger sur mon film préféré. Eh ben, merci beaucoup. Et Merci beaucoup, ça fait toujours voilà. plaisir. Encore bravo pour ton travail, pour ce que tu fais. Oh, ça fait plaisir, merci beaucoup. Mais c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à parler avec vous de vos films préférés. Voilà. Et c'est toujours. Bah, ça se ressent, Ah. ça met à l'aise et du coup, c'est vraiment Et sympa. bah si je mets à l'aise, c'est le plus important. Voilà. Vous entendez les invités, voilà. Écoutez ce que vient de dire Sans Prétention. Vous voyez, on est en détente, on est bien reçu et on parle de votre film préféré. Donc qu'est-ce qui peut mal se passer au final, hein? Bah rien. Voilà. Ouais. Bah, rien. Rien, tout simplement. Il peut se passer que des bonnes choses en tout cas. Vous pouvez retrouver, bien évidemment, à travers le projecteur, comme je l'ai dit, sur toutes les plateformes d'écoute. Et vous pouvez, je l'espère, laisser une note sur cet épisode ou même sur le podcast de manière générale. De 1, pour le référencement, c'est toujours appréciable. Et de 2, pour aussi connaître votre avis sur pourquoi le podcast est bien, pourquoi le podcast est moins bien, les axes d'amélioration, les axes qui sont excellents. Toute critique est bonne à prendre, vraiment. Je vous encourage vraiment de donner des critiques, de donner votre avis sur l'épisode, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. N'hésitez pas, ne soyez pas timide, je ne mords pas. Donc, c'est pas un souci à ce niveau-là. Vous pouvez aussi retrouver Ciné2Ga, donc ma personne, sur Instagram et TikTok et dans les cartons du cinéma, le podcast à côté, le podcast voisin du mien, en tant que co-animateur avec mon bon vieux Love My Cinema, un podcast tout à fait différent où on se prend absolument pas la tête, on connaît les sujets 5 minutes à l'avance avec plein d'invités et c'est vraiment du débat très 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 fun sur pas mal de sujets différents, vraiment entre potes, et c'est vraiment cool, vraiment. Donc allez écouter, allez voir ce que ça donne. C'est un peu dans la même veine que à travers le projecteur, mais c'est juste beaucoup moins construit et un peu plus désordonné, mais c'est aussi ce qui fait aussi son charme. Sur ce, moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour parler d'un nouveau film préféré avec quelqu'un que j'avais hâte d'avoir dans mon podcast. Petit indice, on va parler d'un de mes films préférés qui débute une trilogie extraordinaire. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc, soyez aux aguets au moment où cet épisode sortira. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.